Bienvenue dans le premier épisode de la série Un monde fini. La dernière fois, je vous ai expliqué en quoi le nombre d'atomes sur Terre est limité et ça a bien entendu des conséquences. L'une d'entre elles est le changement climatique et ça va être le sujet que je vais aborder dans cette vidéo. Pourquoi le climat est-il en train de changer? Déjà, laissez-moi revenir rapidement sur la notion de climat et surtout sur la différence entre climat et météo. On a tendance au quotidien à être biaisé par ce que l'on ressent et ce que l'on voit et à confondre ces deux termes. La météo, d'une part, fait appel à nos sens et décrit des conditions locales et ponctuelles, alors que le climat est une moyenne qui est faite sur une grande zone géographique et une assez longue période de temps. On définit des climats en fonction des zones géographiques et des saisons, mais on peut aussi parler de climat global de la planète, et c'est à ça que je vais faire référence pendant la vidéo. Pour se rendre compte des variations dans le climat, dans ces moyennes, il nous faut faire un effort. Il faut qu'on prenne du recul, qu'on analyse des données et qu'on remette tout ça en perspective. Et c'est ça qui différencie le climat de la météo qu'on peut percevoir au quotidien facilement avec nos sens. On est habitué à ressentir des variations de température assez grandes. Du matin à l'après-midi, on peut facilement gagner 15 degrés. Par contre, vous n'êtes pas capable de ressentir les quelques dixièmes de degrés que la planète a gagné depuis votre naissance. Tout ce qu'on peut se dire personnellement face au changement climatique, c'est plutôt du genre dis donc, il fait un petit peu chaud cette année quand même, hein. Et le fait qu'on ne perçoive pas directement le climat de manière sensorielle, ça contribue à l'apparition d'idéologies qu'on dit climato-sceptiques. C'est vrai que ça peut être assez facile de penser que le climat ne se réchauffe pas si là où on habite, il fait de plus en plus froid. Mais c'est une erreur de se fier à nos sens pour appréhender le climat. Le climat, c'est un système très complexe qui est influencé par tout un tas de paramètres. Les océans, la dérive des continents, la composition de l'atmosphère, le rayonnement solaire, l'emplacement de nos planètes voisines, et encore plein de paramètres. En gros, tout un tas de choses qui influencent le climat à des échelles de temps différentes. Et puis, il y a nous. Nous sommes devenus acteurs, un paramètre à part entière du système climatique. En fait, on est plutôt un paramètre indirect, on est en train d'influencer des phénomènes qui existent déjà. Vous connaissez l'effet de serre, on a même tendance à le tenir comme responsable du changement climatique. Mais en réalité, c'est pas un ennemi. L'effet de serre est un phénomène naturel qui est même indispensable à la vie. Ok, ça va être plus facile à comprendre en images. Le Soleil a la bonté de nous faire parvenir son rayonnement solaire. Quand ce rayonnement rencontre notre planète, il y a environ un tiers qui va être réfléchi vers l'espace. Les deux tiers restants vont être absorbés par la planète, notamment par la surface, que ce soit les océans ou la terre ferme. Les lois de la thermodynamique, dont je vais vous épargner l'explication ici, font que le sol va chercher à revenir à l'équilibre énergétique. C'est-à-dire que, comme il vient de recevoir de l'énergie sous la forme de rayonnement solaire, le sol va redonner une partie de cette énergie à son tour de différentes manières. Le sol va se réchauffer et diffuser de la chaleur de contact, c'est simplement ce qu'on ressent à proximité en marchant dessus par exemple. Les océans, eux, vont réguler leur température par l'évaporation. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que la surface va émettre un rayonnement qu'on appelle rayonnement infrarouge. Nos yeux sont capables de percevoir certaines couleurs en fonction de leur longueur d'onde. Le bleu correspond à une longueur d'onde d'environ 430 nanomètres, tandis que le rouge correspond plutôt à environ 650 nanomètres. Et on peut percevoir uniquement les couleurs qui se trouvent entre ces deux bornes. Les infrarouges, c'est simplement de la lumière qui a une longueur d'onde différente et qui ne rentre pas dans le domaine des couleurs que nos yeux sont capables de percevoir. Et tout corps émet des infrarouges. Bref, le Soleil nous envoie des infrarouges et la surface de notre planète en réémet. Il se trouve que dans l'atmosphère, certaines espèces chimiques sont opaques aux infrarouges. De la même manière qu'un mur ne laisse pas passer la lumière, ces molécules vont bloquer les rayons infrarouges. Ces molécules, on les connaît sous le nom de gaz à effet de serre. La conséquence de cette opacité, c'est que les rayonnements infrarouges vont être réfléchis par ces gaz. Donc, les infrarouges réémis par la surface vont être renvoyés vers l'espace, sauf qu'une partie va être interceptée par les gaz à effet de serre et va être réfléchie à nouveau vers la surface, qui va ensuite en réémettre vers l'atmosphère, qui vont être bloqués par les gaz à effet de serre, qui vont être renvoyés vers la surface, ainsi de suite. Vous avez compris le principe. On a donc un genre d'effet de rebond qui va avoir pour conséquence d'augmenter la température de la surface et de l'atmosphère, d'environ 30 degrés quand même. Sans l'effet de serre naturel, on aurait donc une température 30 degrés inférieure sur la planète et la vie serait impossible ou bien différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Si cette élévation de température est précisément de 30 degrés, c'est grâce à la composition chimique de l'atmosphère. Sur Terre, le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. C'est l'eau qui s'évapore des océans qui composent 70% de la surface du globe. Ensuite, on a des gaz qui sont un peu plus connus pour leur contribution au changement climatique, comme par exemple le CO2, le méthane ou le protoxyde d'azote. Et puis, avec nos activités humaines, on a rajouté quelques gaz dans des petites quantités, mais qui n'étaient pas du tout présents avant l'apparition de l'industrie, et on les appelle les allocarbures. Je vous parlais dans la vidéo précédente de l'importance des équilibres naturels et du fait qu'ils sont très précisément réglés.
L'effet de serre est un de ces équilibres. Si pour nous, il est responsable d'une élévation de 30 degrés de la température de surface, ce n'est pas partout pareil. Sur Vénus, par exemple, l'atmosphère est composée à 95% de dioxyde de carbone et l'effet de serre est responsable pour une élévation d'environ 400 degrés. Un poil chaud. Bon, on est bien loin de ces 95% de CO2, nous, dans l'atmosphère terrestre, c'est plutôt 0,03%. Enfin ça, c'était avant nous, là on est déjà plutôt à 0,04. Vous l'aurez sans doute compris, le changement climatique vient principalement du surplus de gaz à effet de serre que l'on ajoute dans l'atmosphère. Et notre impact sur l'effet de serre est engendré par la production de 3 types de gaz. Tout d'abord, le plus connu et celui qui a le plus d'impact, c'est le dioxyde de carbone. Il compte pour environ 75% de la contribution anthropique, c'est-à-dire de l'effet des activités humaines. Les émissions de CO2 ont principalement lieu quand on brûle des choses qui contiennent du carbone. Une combustion, c'est en fait une oxydation très rapide. Par exemple, si on brûle du méthane, on va en fait venir l'oxyder avec du dioxygène et ça va produire du CO2 et de l'eau. Et c'est une réaction qui est extrêmement pratique pour générer de l'énergie sous forme de chaleur. Grosso modo, brûler des molécules qui contiennent du carbone, ça permet d'accéder à une grande quantité d'énergie et le prix, c'est d'émettre du CO2. Les réservoirs naturels de carbone sont pour nous une très grande source de ce combustible et donc d'énergie. C'est d'une part ce qu'on appelle les combustibles fossiles, c'est-à-dire qu'ils se sont formés géologiquement sous terre, c'est le charbon, le pétrole et le méthane, le gaz naturel. Et les forêts sont également des réservoirs importants de carbone où il est stocké dans le bois. Je reviendrai sur la formation de ces réservoirs dans la prochaine vidéo où j'aborderai le cycle du carbone. Nos émissions de gaz à effet de serre viennent donc principalement de notre consommation d'énergie, mais pas que. Le deuxième gaz qui a le plus d'impact est le méthane et ses émissions sont principalement dues à l'agriculture et notamment à l'élevage. Certains animaux, les ruminants, ont la particularité de générer du méthane lors de la digestion, puis de l'expulser. En gros, les vaches rotent des gaz à effet de serre. Ces RAUX, associés à d'autres phénomènes que je ne vais pas détailler, sont responsables pour environ 14% de la contribution anthropique à l'effet de serre. Toujours lié à notre alimentation, on a ensuite des oxydes d'azote. En gros, ce sont des sous-produits des engrais produits pour l'agriculture. L'industrialisation de l'agriculture engendre une grande utilisation d'engrais et donc une production non négligeable d'oxyde d'azote qui représente environ 8% de la contribution anthropique. Et à tout ça, vous pouvez ajouter quelques gaz purement artificiels qui sont liés aux activités industrielles. Pour résumer un petit peu d'où viennent nos émissions de gaz à effet de serre, voilà un camembert. Énorme! Pour que vous ayez une petite idée d'où vient le problème, les émissions de gaz à effet de serre sont dues pour 35% au secteur de l'énergie, pour 24% au secteur de l'agriculture et l'exploitation forestière, pour 21% à toute l'industrie, pour 14% au transport et pour 6% au secteur de la construction. Bon on émet plein de molécules pas cool qui ont l'air d'être responsables d'une modification du climat, on se rend compte qu'on est en train de faire une bêtise, on n'a qu'à arrêter et le problème va rentrer dans l'ordre. Alors oui, mais non. Si vous trouviez le problème compliqué jusqu'ici, la suite va vous étonner. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il advient des molécules que l'on émet dans l'atmosphère? Ça dépend. Reprenons le CO2 comme exemple, pour changer. C'est une molécule très stable. Je vous ai parlé dans la première vidéo des principales voies de capture du CO2 atmosphérique, à savoir la photosynthèse et l'absorption par les océans. En dehors de la photosynthèse, on ne connaît aucun autre processus chimique qui permette de transformer le CO2 en une autre molécule. En gros, on a une quantité de CO2 qui est à l'équilibre, les voies naturelles se chargeant de le transformer à un rythme bien défini. On ajoute du CO2 de manière artificielle, donc on a forcément un surplus. Et on ne peut pas compter sur une manière artificielle de retirer ce CO2 de l'atmosphère. Autant vous dire, le surplus que l'on crée, il va rester longtemps. On estime qu'il reste encore entre 40 et 50% de ce surplus au bout d'un siècle. Sauf que ce n'est même pas un processus linéaire, au bout de 1000 ans on est encore aux alentours de 20% et à 10 000 ans c'est plutôt 10%. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos émissions de CO2 sont irréversibles à l'échelle des temps qui nous intéressent. Tout finira de toute façon par s'équilibrer. À l'échelle des temps géologiques, cette ère climatique engendrée par les activités humaines n'aura laissé sans doute aucune trace. D'ailleurs, une proposition récente qui reste encore débattue vise à nommer cette nouvelle ère géologique qui aurait commencé avec les activités humaines sous le nom d'Anthropocène. Bon, là on parle de millions d'années, mais ce qui est sûr, c'est que dans les siècles à venir, le devenir du monde du vivant est bien plus discutable. On entend beaucoup parler d'empreinte carbone. Nos actions ont des conséquences qui laissent des traces durables à la manière d'une empreinte. Je trouve qu'il est important d'avoir conscience de cette notion d'empreinte qui ne s'efface que très lentement. Bon ok, mais le climat il a déjà changé et puis ça s'est fait sans notre aide et on est encore là pour en parler.
C'est un argument qu'on entend souvent chez certaines personnes. Alors oui, le climat ne nous a pas attendus pour changer. La vie sur Terre a déjà été totalement impossible, puis possible uniquement dans l'eau, puis avec des conditions extrêmement hostiles. On a connu des glaciations et déglaciations qui ont totalement modifié la surface de la planète pendant des dizaines de milliers d'années. Bref, tout un tas de changements drastiques du climat ont déjà eu lieu, mais ce n'est quand même pas comparable à nous. On est capable de reconstituer de manière assez précise l'histoire du climat, notamment grâce aux analyses isotopiques. Comme c'est pas le sujet et c'est assez complexe, je vais faire de très gros raccourcis, donc si vous maîtrisez le sujet, désolé. En gros, il existe naturellement plusieurs versions d'un même atome. Par exemple, quand on parle d'oxygène, on parle en réalité d'oxygène 16, mais il existe une petite proportion d'oxygène dit 18 qui sera toujours présent. On aura donc environ 0,2% d'oxygène 18 qui accompagne l'oxygène 16. Et ces différentes versions, on est capable d'en mesurer la proportion. Ce qui nous intéresse ici, c'est le cas de l'évaporation de l'eau. Le ratio entre oxygène 16 et oxygène 18 va être fonction de la température d'évaporation de l'eau. Donc on sait que si l'eau s'est évaporée à telle température, on aura telle proportion d'oxygène 18 qu'on est capable de mesurer. L'eau qui s'est évaporée à une époque donnée se sera évaporée à la température de cette époque et aura donc une composition isotopique qui sera liée à cette température. Cette eau va se retrouver dans les nuages et être transportée un peu partout jusqu'à arriver au-dessus des pôles, là où les précipitations vont tomber sous forme de neige. Au fil des âges, on va avoir des couches de glace qui vont se former et qui vont piéger en elles des bulles d'air qui contiennent donc l'atmosphère de l'époque. On peut alors prélever une carotte de glace pour remonter dans le temps. De cette manière, on a accès à des échantillons de l'atmosphère de l'époque et grâce aux compositions isotopiques, on peut remonter à la température de l'époque mais également à la teneur en CO2 ou en méthane par exemple. Ce que toutes ces analyses nous apprennent est super précieux, que ce soit pour reconstituer les climats passés, mais également pour remettre en perspective les impacts qu'on peut avoir. Ça, c'est une courbe des variations des concentrations de CO2 et de méthane dans l'atmosphère depuis 650 000 ans. Et ça, c'est la partie où on intervient. Ce qui ressort, c'est que la vitesse à laquelle la variation intervient est totalement inédite. Les modifications majeures du climat ont eu lieu sur des temps très longs, laissant le temps aux écosystèmes de s'adapter. Par contre, les changements qui ont débuté suite à nos activités sont beaucoup plus rapides et les conséquences sont imprédictibles. Bon, je suis conscient que ça fait pas mal d'informations et de chiffres, donc je vais tâcher de résumer un petit peu. On n'en perçoit encore que très peu les conséquences dans nos vies, mais le climat est en train de changer et ça ne fait aucun doute. On est aussi à peu près certain que les activités humaines sont la cause de tout ça, notamment par l'émission de gaz à effet de serre. Des indicateurs physiques et chimiques nous permettent de prendre conscience de ces changements avant que toutes leurs conséquences ne soient déjà en place. Sans faire la moindre prédiction ou hypothèse sur l'avenir, ces indicateurs sont devenus, à mon sens, assez préoccupants pour qu'on commence à vraiment s'y pencher et peut-être à changer beaucoup de choses dans nos sociétés. C'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'ici, j'espère que c'était pas trop dense. Le climat, c'est un sujet extrêmement compliqué qui fait intervenir énormément de domaines et la plupart dépassent mes compétences. Du coup, j'ai essayé d'aborder le climat par l'effet de serre qui est à mon sens le point le plus important, mais j'ai fait beaucoup de résumés et de raccourcis, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai d'y répondre. En attendant, la prochaine vidéo, ça parlera du cycle du carbone. On va parler du pétrole, du charbon, etc., de comment ils se forment et pourquoi ils sont utilisés à outrance. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.